les traités internationaux ne sont pas le seul mécanisme de formation du droit international. On a vu la coutume. D'abord, il faut voir maintenant chapitre 3, les actes unilatéraux du droit international. Chapitre 3, les actes unilatéraux du droit international. On a vu la coutume, les traités, les actes unilatéraux. Les actes unilatéraux, on l'a vu, avaient été oubliés par le statut de la Cour internationale de justice, qui reprend le statut de la Cour permanente, et qui ne mentionnait pas la formation du droit international par la voie unilatérale, alors que, notamment avec le phénomène du développement des organisations internationales, les actes unilatéraux de droit international sont un élément important. Il faut distinguer les actes unilatéraux étatiques de la pratique apparue ou développée surtout au XXe siècle, mais apparue au XIXe siècle, la pratique des actes unilatéraux des organisations internationales. D'abord, section première, les actes unilatéraux de l'État. Il existe une très grande variété d'actes unilatéraux étatiques dans des domaines différents, avec des effets différents. Il faudra adresser la typologie, mais d'abord, il faut les identifier en tant que catégorie juridique pour voir comment ils se forment. Paragraphe premier, l'identification des actes étatiques unilatéraux. Identification des actes étatiques unilatéraux. Alors, il s'agit d'actes de l'État, c'est le problème de l'imputabilité, et puis d'actes juridiques de caractère unilatéral. Voilà les trois aspects sur lesquels il faut dire un mot. D'abord, quant à l'imputabilité. Des actes de l'État. L'État étant une personne morale, elle agit par des représentants, par des personnes physiques, en tant qu'individu ou en tant que collège, et dont les décisions vont être imputées à la personne morale État. Le principe en droit international est que l'autorité investie de l'ordre interne du pouvoir de décision, le pouvoir de déterminer la volonté de l'État, cette autorité-là a également le pouvoir d'engager l'État dans l'ordre international. On cite comme grande affaire de principe l'arrêt rendu en 1974 par la Cour internationale de justice dans l'affaire des essais nucléaires, affaire dans laquelle la Cour internationale de justice a donné effet à l'engagement public du président français de l'époque, Giscard d'Estaing, de ne plus procéder à des essais nucléaires atmosphériques dans le Pacifique. La Cour internationale de justice a considéré, je la cite, étant donné ses fonctions, il n'est pas douteux que les communications ou déclarations publiques, verbales ou écrites, qui émanent de lui en tant que chef de l'État, représentent, dans le domaine des relations internationales, des actes de l'État français. C'est la France qui est engagée. Alors, pour le chef de l'État, les choses sont simples, car la pratique diplomatique est de se fier à la parole du chef de l'État. Il en va de même pour les autorités qui ont, on l'a vu au titre du droit des traités, la prérogative, dans le domaine conventionnel du droit des traités, de représenter ex officio l'État. Le chef du gouvernement, le chef de la diplomatie, et les chefs de mission, dont la limite les relations bilatérales concernées. Donc, cet ensemble de personnes comprend dans la pratique que leur pouvoir de représenter l'État ne soulève pas de difficultés particulières. Les difficultés apparaissent lorsqu'on est confronté à des actes qui émanent d'autorités qu'on pourrait dire subalternes, mais simplement au sens des relations internationales. C'est-à-dire que ce ne sont pas des autorités qui ont pour fonction ordinaire de représenter l'État dans les relations internationales. Dans cette hypothèse,
le principe s'applique. On peut citer comme affaire un peu anecdotique, mais très parlante, la sentence rendue par un collège arbitral franco-italien en 1954, dans une des facettes des différends relatifs à l'interprétation du traité de paix de 1947, dans le cas particulier d'une dame Schiano, dame Schiano qui avait fait l'objet d'un échange, d'une communication entre la Régence générale de Tunis et les autorités consulaires italiennes. Et la Régence de Tunis avait considéré qu'elle avait été autorisée à résider en Tunisie à la période pertinente pour le traité de paix. Puis plus tard, elle s'était rendue compte que ce n'était peut-être pas le cas et elle avait voulu remettre en cause cette première appréciation. Le collège arbitral considère que c'était un acte de l'État français, accepté par l'État italien, et désormais, de cette acceptation, il résultait que la question était irrévocablement réglée entre les deux parties. Et ce que montre cette affaire, c'est que, ce que montre d'ailleurs la pratique ordinaire en matière d'extradition, ce que montre cette affaire, c'est que si c'est l'autorité compétente qui s'exprime et qui s'adresse à l'autorité compétente de l'autre État, voilà, alors, cette autorité, puisqu'elle est compétente en droit interne, on peut admettre son effet dans l'ordre international. Et on le voit de façon quotidienne dans le domaine de l'extradition. Ce sont les autorités judiciaires compétentes de l'État qui donnent les assurances nécessaires en matière d'extradition, notamment pour s'assurer du respect de la Convention européenne des droits de l'homme dans le pays où la personne sera extradée. Des actes de l'État, des actes juridiques, grand B, des actes juridiques de l'État. Les actes unilatéraux de droit international sont donc des manifestations de volonté dont les effets sont légalement réputés conformes à la volonté de l'auteur. C'est donc la construction juridique classique que reprend le droit international. Ce qui compte, c'est la déclaration de volonté telle qu'elle est construite par le droit et pas telle qu'elle résulte de la sociologie, de la psychologie, de l'histoire et de la réalité. L'illustration pratique essentielle de cette conception, c'est le silence. Le silence peut être, du point de vue de la sociologie, un oubli, une mauvaise organisation, une envie de ne pas traiter le problème. En droit, suivant les cas juridiques, c'est une acceptation ou un rejet. Dans l'affaire des pêcheries devant la Cour internationale de justice en 1951, affaire que j'ai déjà citée, la Norvège délimite sa zone maritime, sa zone de pêche, le Royaume-Uni ne réagit pas, son silence vaut acceptation. En 1955, dans l'affaire de la filiale française, de la filiale italienne de la société anonyme Michelin, donc l'affaire de la société Michelin en Italie, la commission franco-italienne était confrontée à une hypothèse dans laquelle la France avait demandé une indemnisation à l'Italie qui n'avait pas répondu. Devant la commission, l'agent du gouvernement italien disait « La demande est irrecevable car je n'ai pas répondu. Il n'y a donc pas de litige qui s'est formé entre nous. » La France et la commission franco-italienne avec elle répond « Non, en gardant le silence, vous avez rejeté. » Dans cette hypothèse, le silence vaut rejet. Donc on voit, c'est le droit qui dit ce que fait le silence, accepter ou rejeter, c'est la situation juridique, ce n'est pas la psychologie ou la sociologie ou la réalité. Ce qui compte, c'est comment le droit conçoit la déclaration de volonté. On connaît ce problème en droit interne. En droit international, il y a une particularité, c'est que le contrôle objectif des actes, comme le recours pour excès de pouvoir du droit administratif, le contrôle objectif des actes est une exception rarissime, c'est pratiqué dans le droit de l'Union européenne, c'est une exception rarissime, et encore dans le droit de l'Union européenne, c'est pour les actes de l'Union. En pratique, la solution normale du droit international, c'est que chaque entité concernée, notamment chaque État, apprécie pour lui-même la validité des actes. S'il ne conteste pas un acte qui lui est adressé
dans une hypothèse où il aurait dû, avec une diligence normale, réagir, alors il n'est plus fondé à contester la validité d'un acte. Il faut donc contester les actes unilatéraux en temps utile, car autrement, on risque d'être réputé avoir accepté la validité de l'acte. L'illustration emblématique, peut-être extrême, c'est l'affaire dite du temple de Preah-Vihear, jugée en 1962 entre la Thaïlande et le Cambodge, dans lequel la Cour internationale de justice a considéré que la Thaïlande ne pouvait plus contester la validité d'une délimitation unilatérale qu'elle n'avait pas contestée en temps utile. Et donc, elle en avait accepté, par son silence, par son manque de réaction négative en temps utile, elle avait accepté la validité. Des actes de l'État, des actes juridiques, des actes unilatéraux, grand C. La question de l'identification du caractère unilatéral de l'acte soulève des questions ordinaires qu'on connaît aussi en droit administratif, c'est notamment la frontière entre les actes conventionnels et les actes unilatéraux collectifs ou les actes des organisations internationales. On connaît même des exemples aussi importants que le pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. C'est un acte qui a été adopté au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, mais c'est d'abord un acte des États qui collectivement ont adopté le texte et ils en ont fait un traité soumis à ratification. Et alors, la distinction entre l'acte de l'organisation, l'acte collectif unilatéral et l'acte conventionnel est parfois difficile. Il faut voir la cause de l'acte à chaque fois pour l'analyser. Mais on retrouve des techniques ordinaires qu'on trouve en droit administratif et dans les autres branches du droit. En revanche, en droit international, il y a une question spécifique qui se pose pour l'appréciation de l'acte unilatéral, qui fait vraiment l'originalité du droit international, c'est qu'en droit international, un acte, même unilatéral, ne se conçoit jamais sans la considération des réactions qu'il suscite. Il est unilatéral dans son origine, mais il faut voir comment on a réagi à cet acte unilatéral. Et à cet égard, il faut distinguer trois types d'actes. D'abord, les simples demandes. Et c'est une hypothèse fréquente. C'est l'hypothèse dans laquelle l'État prend un acte relatif à une situation juridique ou une règle qu'il ne peut pas poser seul, qui ne relève pas de son pouvoir unilatéral. Alors il demande. Il ne peut que demander. Par exemple, une demande d'extradition. Il faut ensuite qu'on la lui accorde, éventuellement l'extradition. Ou une demande d'indemnisation. On demande une réparation, mais évidemment, il faut voir si ensuite on l'obtient. Ce n'est qu'une demande. La situation ne peut pas être créée unilatéralement par l'État. Face à ce type de situation, le silence du destinataire est toujours pertinent, mais cette fois-ci, il vaut rejet. C'est-à-dire que face à ce type de prétention, l'État n'a pas besoin de se protéger en quelque sorte en rejetant expressément, il est réputé rejeter la demande s'il garde le silence. Tout différente est la situation de la décision. C'est une hypothèse dans laquelle l'État peut décider lui-même, peut créer seul la situation juridique ou la règle en question. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il décide. Par exemple, lorsqu'il nomme son ministre des Affaires étrangères, c'est sa décision. Lorsqu'il ratifie un traité, c'est sa décision. Face à ce type d'acte qui tendent à créer la situation que l'État peut créer unilatéralement, alors les autres États doivent réagir. Cette fois-ci, ils doivent être vigilants, parce que leur silence, cette fois-ci, vaudra acceptation de l'acte, ou plus exactement, acceptation de la validité de l'acte. Et s'ils ne le contestent pas tout de suite, ils ne pourront pas le mettre en cause plus tard, ils auront acquiescé définitivement à la légalité de l'acte. S'ils veulent donc préserver leurs droits, ils doivent le contester, cette fois-ci la décision
doivent la contester, provoquer un différend qui pourra ensuite, éventuellement, être soumis à un tiers. À côté des demandes et des décisions, il y a les actes déclaratifs, qui sont en quelque sorte dans une situation intermédiaire. On peut imaginer l'hypothèse, donc c'est ces actes qui visent à constater une situation qui existe déjà. On peut imaginer l'hypothèse où un ou plusieurs États sont les États qui devraient procéder au constat. Par exemple, lorsque un État déclare la limite extérieure de sa zone économique exclusive ou de sa mer territoriale. Dans ces hypothèses, on comprend que les autres États doivent réagir, et s'ils ne réagissent pas, ils sont réputés avoir accepté la validité du constat, alors qu'il y a d'autres situations dans lesquelles aucun État n'est dans une situation privilégiée, aucun État n'est l'auteur juridique désigné du constat. Chacun peut constater pour soi, c'est l'hypothèse de l'apparition d'un nouvel État. Alors, chacun peut constater, et si, face au constat de l'un, on ne réagit pas, on n'accepte pas la validité du constat, on n'accepte pas la réalité de la naissance de l'État, dans cette hypothèse, si on garde le silence, on ne procède pas, entre guillemets, à une reconnaissance tacite. À moins qu'on adopte des actes qui impliquent la reconnaissance. Mais autrement, par le simple silence face aux reconnaissances des autres, on n'accepte rien.